Corina Kalougarou, bonjour et bienvenue. Vous êtes donc ambassadrice de Moldavie en France. Vladimir Poutine a affirmé il y a quelques jours que les choses sérieuses allaient commencer en Ukraine. Est-ce que cette déclaration fait monter l'inquiétude en Moldavie, dans votre pays ? Bonjour. Bien sûr que depuis le début de la guerre en Ukraine, la République de Moldavie vit à côté d'un conflit très actif et bien sûr que toutes les déclarations sont prises en considération et on est en train toujours d'examiner qu'est-ce que peut arriver, mais de rester pragmatique et attentif à toutes les déclarations. Le vice-président de la Douma, hier, Piotr Tolstoï, a déclaré « Notre objectif, c'est toujours de prendre toute l'Ukraine ». Donc on a l'impression que cette guerre peut durer des années. Je crois que personne ne peut pas estimer aujourd'hui comment ce guerre peut évoluer. Mais de l'autre côté, c'est le plus important vraiment de regarder comment ce conflit peut se terminer parce que à la fin, les personnes innocentes sont victimes et c'est pas une guerre seulement en Ukraine, c'est une guerre touchée par tout le monde, par tout le globe entier finalement. En ce moment même, des militaires ukrainiens et des militaires russes dialoguent en Turquie. Est-ce que ça, pour vous, c'est un espoir de paix ou est-ce que c'est simplement du théâtre ? Dans toutes les crises, le dialogue et la négociation sont vraiment très importants. Et quand on voit que quand même il est possible ou il y a un dialogue, bien sûr qu'il y a un petit espoir que ça peut arriver à une solution. Mais pour l'instant, on regarde qu'est-ce que se passe. Pendant de nombreuses semaines, Emmanuel Macron, le président français, a tenu à continuer le dialogue avec Vladimir Poutine. Et puis c'est devenu de plus en plus difficile. Est-ce que c'est une bonne stratégie de garder le contact avec celui qui est l'agresseur ? Comme je mentionnais avant, dans toutes les crises, le dialogue, c'est vraiment très important. Et pour les diplomates, pour les politiciens, c'est vraiment le clé. La solution clé de maintenir le dialogue et d'avoir un dialogue pour trouver les solutions. Et comme pour le 21e siècle, quand on a assez beaucoup d'instruments, technologie informationnelle, diversité, c'est vraiment très tragique d'avoir une guerre sur notre continent. En Moldavie, est-ce que les dirigeants, est-ce que l'opinion publique pense que Vladimir Poutine veut aussi envahir votre pays après avoir envahi l'Ukraine ? Comme je disais du début de la guerre, l'inquiétude en Moldavie, ça reste. En plus, il ne faut pas oublier qu'on a la région transnistrienne où se trouve une armée russe sans notre consentement. Mais cette situation, bien sûr, que mis l'inquiétude de plus en plus. Pour l'instant, on s'avait concentré sur le support des réfugiés ukrainiens qui ont venu jusqu'à maintenant plus de 500 000 qui ont traversé le territoire de la République de Moldavie, où aujourd'hui, sur le territoire de notre pays, ça reste à peu près 40 000 des réfugiés ukrainiennes. Et quand on a assez beaucoup de réfugiés, quand on regarde les images partout, bien sûr que l'inquiétude, ça reste, beaucoup de questions, ça reste, mais au niveau politique, au niveau de la population, ça reste aussi un niveau du pragmatisme et de continuer à faire ce qu'on peut faire aujourd'hui. Pour l'instant, les troupes russes qui sont en Transnistrie n'ont pas participé à des opérations militaires vers l'Ukraine. Est-ce qu'elles se sont renforcées ? Est-ce que vous les sentez plus belliqueuses envers la Moldavie ? Les troupes russes restent dans la région transnistrienne, malgré le fait qu'on a demandé toujours que ces troupes se retirent de notre territoire. Pour l'instant, il n'y a pas aucun signe qu'ils sont impliqués ou qu'ils vont être impliqués. Un jour ou l'autre, il y aura un cessez-le-feu, des négociations. Est-ce que la Moldavie, à ce moment-là, demandera le retour de la Transnistrie sous souveraineté moldave complète ? Depuis le début du conflit dans la région transnistrienne et
entre-temps, toutes les négociations de trouver une solution pour ce conflit se réalisent dans le format de négociation 5+2. Et toujours, on a demandé que on trouve une solution pour la région Transnistrie, mais que cette solution sera dans l'intégralité de notre territoire, parce que ça, c'est notre territoire. Et bien sûr que ça reste notre démarche en continuation. Est-ce que la guerre pose des problèmes de vie quotidienne aux Moldaves? Est-ce que vous craignez qu'il y ait des problèmes sur l'alimentation, sur l'énergie à cause de ce conflit? Le conflit a provoqué une crise économique aussi parce qu'on est dépendant du gaz 100% russe. Et bien sûr que le gaz aujourd'hui, c'est complètement un autre prix. Et les prix économiques de l'énergie, du gaz, ils ont augmenté. Bien sûr que ça a impacté immédiatement tous les prix de l'existence. Et la Moldavie est vraiment touchée parce qu'une partie de l'export, c'était envers de l'Ukraine, Bélarussie et la Russie. Aujourd'hui, cet export, il n'existe plus. On est obligé de trouver les nouveaux marchés pour exporter les produits traditionnels qui ont été traditionnellement exportés dans ces pays. Et le coût de vie de l'existence a augmenté énormément au motif de l'impact de guerre en Ukraine. Est-ce que si les Russes vous attaquent, vous avez les moyens de résister? Les Ukrainiens ont montré une capacité de résistance étonnante. Est-ce que les Moldaves seraient capables de résister? La République de Moldavie, c'est un pays neutre. Et on n'est pas... On a une armée très modeste. On n'a pas de capacité pour se défendre. Ça c'est très... Est-ce que la question se pose pour la sécurité de la Moldavie, un jour, de sortir de cette neutralité et de candidater à l'entrée dans l'OTAN? Notre coopération avec l'OTAN, ça se passe dans le contexte du plan d'action individuel de partenariat avec l'OTAN. Et c'était toujours le partenariat de paix, de renforcer les capacités de réaction, de coopération, mais pas armée. Ça se pose toujours aussi un dialogue avec le public, les consultations avec la population. Jusqu'à maintenant, toute la communication ou tous les débats se sont construits envers d'accéder à l'Union européenne et pas à l'OTAN. Alors justement, cette candidature à l'Union européenne, elle est ouverte, elle est officielle. D'abord, est-ce que ça change la vie diplomatique? Les contacts se multiplient, ça y est, les travaux sont en route? Bien sûr, plutôt aujourd'hui, quand on se parle avec vous, on est dans un nouveau contexte pour la République de Moldavie, quand on a reçu le statut d'être candidate à l'Union européenne. Ça change la vitesse du travail parce que c'est une évolution très très positive, mais on reste pragmatique et très responsable parce que pour être candidate et d'accéder à l'Union européenne, il faut encore beaucoup travailler et tout le monde est conscient de ça. Il a un parcours à cheminer et on est prêt à le faire. On est maintenant en coordination pour les nouvelles étapes qui nous attendent déjà. Quels sont les chantiers les plus difficiles pour un pays comme la Moldavie? Est-ce que c'est le progrès économique, la mise à niveau économique, ou est-ce que c'est plutôt sur l'état de droit, sur les lois à voter? Vous savez, la Moldavie, depuis beaucoup d'années, se concentre sur la réforme de la justice, lutte contre la corruption, blanchiment de l'argent, parce que quand on a toutes les mesures nécessaires et cette sécurité du droit, bien sûr que dans la base de cette sécurité, il y a beaucoup d'investissements économiques. Et pour l'instant, le concept est d'assurer la vraie indépendance de la justice en vue d'attirer plus des investissements en Moldavie pour créer vraiment un échantillon économique et l'indépendance économique de la République de Moldavie. Quels sont les secteurs économiques où la Moldavie pourrait chercher l'excellence? Les secteurs traditionnels, ça c'est le domaine agricole, ou c'est l'industrie, ou comme je le dis, notre ambassadeur qui est devenu maintenant le vin.
les produits, les légumes et les fruits, parce qu'ils sont d'une qualité exceptionnelle au motif du sol moldave, euh, les céréales. Et de l'autre côté, on a investi énormément dans les dernières années dans le développement de technologies informationnelles et ça reste un domaine à explorer en plus. Par exemple, la vitesse de l'Internet en Moldavie, c'est une des plus grandes vitesses dans le monde. Et il a des différentes préférences et taxes spéciales pour les investissements dans le domaine de technologie informationnelle. Est-ce que la population a conscience que ça va prendre des années, peut-être 15 ans, peut-être 20 ans, pour être membre de l'Union européenne? Euh, le le dialogue et la coopération avec l'Union européenne, c'est pas d'hier ou d'aujourd'hui, c'est depuis longtemps. Le premier pas, c'était la libéralisation du régime du visa en 2014. Entre-temps, l'accord d'association République de Moldavie, l'Union européenne et toute classe politique, les fonctionnaires publics, la population est très consciente que le parcours européen, ça prend beaucoup de l'année. Et en plus, le dialogue public, c'était toujours l'explication publique. Pour être membre de l'Union européenne, ça prend beaucoup de temps, mais ça prend beaucoup de responsabilités, beaucoup de détermination au niveau national de transformer le pays, parce qu'on mis pas en place des mesures en vue seulement d'être membre de l'Union européenne, mais pour transformer la vie de la population. Et ça, tout le monde a la conscience pour ce sujet. Eh bien, Corina Kalougarou, merci et bonne journée. Merci beaucoup.